Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Nous sommes dans une série de dissertations à l'usage des classes de terminale et supérieure. Attention, ces dissertations ne sont pas pour être copiées telles quelles, mais pour donner des idées et pouvoir trouver soi-même sa propre pensée par rapport au réel. Alors le sujet d'aujourd'hui est un sujet de métaphysique. Et ce sera très intéressant puisqu'il permet de manifester ce que c'est que cette partie de la philosophie qu'on appelle aussi philosophie de l'être ou philosophie première. Et la question est, qu'est-ce que c'est que être ? Alors, comme introduction, je voudrais montrer comment cette question, on se la pose rarement, mais quand on se la pose, on est face à ce qu'on appelle un tremblement métaphysique. Parce que, en fait, lorsqu'on regarde sa propre conscience d'être, nous sommes, eh bien on se rend compte à quel point nous sommes tous les grands gagnants d'un loto absolument gigantesque, avec une probabilité que ce soit nous qui, même si on considère nos simples parents qui étaient vivants, est extraordinaire. Il a fallu que ce soit le spermatozoïde numéro 547 847 qui arrive en premier. Mais quand on considère tout ce qu'il y a eu avant de l'histoire de l'humanité, si un seul de nos ancêtres n'avait pas eu d'enfant, était mort avant, nous ne serions pas là. Et pourtant, nous sommes là. C'est une caractéristique incroyable. Le fait d'être court, je dirais, toute la littérature, mais de manière ponctuelle. Par exemple, on se rappelle de la fameuse tirade dans Hamlet, quand le roi du Danemark, qui est mort, apparaît sous forme d'un spectre. Et alors la question qui se pose, être ou ne pas être ? Telle est la question. Et c'est vrai que on peut se poser la question, si on se retrouve bien vivant après la mort, est-ce qu'on pourra, à l'image de ce qu'avait répondu René Descartes, dire avec certitude, parce que je pense, même si je n'ai plus de corps, c'est donc que je suis. Il n'y a plus de question. On pourrait dire que René Descartes répond finalement à cette question du roi. Alors, pour traiter d'un tel sujet dont on devine la profondeur, je dirais qu'en philosophie réaliste, nous procéderons en 3 parties. La première, c'est se demander, justement, qu'est-ce que signifie être, très concrètement. La deuxième partie, qu'est-ce que signifie être en perfection, selon toutes les potentialités qui sont en soi. Et puis, en troisième partie, quelques considérations sur cet être particulier qui, je pense, est au sommet de tous les êtres de l'univers tel qu'on peut le constater, à savoir la personne humaine. Mais ça, il faudra encore le démontrer. Alors donc, première partie, définissons ce que c'est que être. Lorsqu'on regarde l'univers visible autour de nous, on constate qu'il y a des choses multiples, extraordinaires autour de nous, mais extrêmement multiples et diversifiées. Qu'y a-t-il de commun entre un atome qu'on peut visualiser avec un microscope électronique maintenant, donc un bombardement de lumière assez précise pour mettre en avant qu'il y a quelque chose, entre un microbe qui est gigantesque en comparaison d'un atome, entre un animal qui est un être complet, unifié. Si on coupe un chien en deux, il meurt. Son être est détruit quelque part. Et, éventuellement, entre une galaxie gigantesque, un amas de centaines de milliards d'étoiles réunies ensemble autour, semble-t-il, d'un trou noir, qui l'attire un peu comme un siphon attirerait de l'eau qui s'écoule dans un évier. Eh bien, ce qu'il y a de commun, c'est que tout ce que je viens de citer, et j'aurais pu citer aussi la personne humaine, tout cela est. Est-ce qu'on peut dire qu'un atome existe moins qu'une personne humaine ? En fait, au plan de l'être, si on considère simplement être, on est ou on n'est pas. Et donc, il n'y a pas de demi-mesure. L'atome existe tout autant que moi. Pas plus, pas moins, il est. Il faut bien comprendre d'ailleurs cette considération-là qui permet de comprendre qu'un atome, une personne humaine, une galaxie, au point de vue de l'être, sont identiques, ils existent.
Et la seule opposition, c'est ne pas être, donc un concept de raison qui désigne quelque chose qui n'existe pas, donc quelque chose de non réel. Pour aller plus loin et pour bien distinguer les choses, il faut distinguer le concept d'être et celui de vivre. Par exemple, un atome, un caillou, un chien, parmi ces trois réalités qui toutes sont, il y a une différence, une seule vie, c'est le chien. On ne peut pas dire qu'un caillou est vivant, non, c'est un corps physique, c'est autre chose. Et donc ça permet de distinguer vivre et être. Ce n'est pas la même chose, même si pour le chien, le fait qu'il vive fait aussi qu'il est. Il y a une identification. Dès qu'il meurt, il n'est plus. Oh, son corps matériellement est là, mais en fait, il y a une chute dans l'être. Son corps est transformé dans une réalité non vivante. Il existe, tout à fait, son corps, il est là, ce cadavre, mais il a perdu certaines qualités qui faisaient qu'il était vivant, à savoir la sensibilité, les réactions chimiques en lui, etc. Donc, pour le chien, être et vivre, concrètement, je dirais ça revient au même, mais la distinction doit être précise dans la raison, sinon on ne comprendrait pas la différence qu'il y a avec un caillou qui est, mais qui ne vit pas. Alors, autre considération. Je disais tout à l'heure qu'un atome, une molécule, existe, tout à fait, pleinement. Quand cet atome, quand cette molécule par exemple d'eau, intègre le corps d'un être humain, parce qu'on a bu, et qu'il devient une partie de notre être, eh bien cet atome, si on le considère, si on le suivait dans le corps, là où il se déplace, il existe, tout à fait. Seulement, il fait partie d'un être unifié, un être complet qui s'appelle une personne humaine. Et cette personne humaine, on ne peut pas nier, c'est un seul être composé donc de centaines de milliards d'atomes en elle. Composé de molécules aussi. Ça veut dire quoi? Eh bien que l'être d'une chose peut être intégré pour devenir l'être d'une autre. C'est ce que fait l'assimilation. Le fait de manger, de boire, intègre un être dans son propre être. Et cet être fantastique, qui est un être humain, composé de membres divers, de 3 degrés de vie, biologique, sensible, spirituel, forme un seul être. On voit bien que cette diversité de tous les composants qui font un être humain implique bien un principe d'unité qui explique que ça ne se décompose pas. Ce principe d'unité, Aristote va le découvrir en disant « c'est sa substance ». Quelque chose, une cause immanente, existe obligatoirement dans tous les êtres unifiés pour expliquer que justement ils sont unifiés. Et c'est parfaitement visible chez un être humain. Cette substance fait que, véritablement, il y a un seul être. Et si on lui coupe un membre, on l'a amputé d'une partie de son être. C'est particulièrement visible aussi chez le chien, tout autant que chez l'être humain. Chez le caillou, c'est moins net. Si on casse un caillou, ou plutôt prenons, par exemple, un litre d'eau. Si on coupe un litre d'eau en deux, eh bien, on a bien 2 êtres. On a 2 demi-litres. Mais est-ce que l'être, la substance qui fait exister ce litre d'eau, se trouve au niveau de chaque atome, chaque molécule d'eau, ou au niveau de cet ensemble collé qui forme un demi-litre d'eau? Est-ce qu'on coupe la substance quand on coupe de l'eau en deux? On ne peut pas parler comme ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est que là, c'est moins net pour savoir où se situe le principe d'unité, mais qu'on a bien un être qui existe, à savoir ce litre d'eau. Quand on compare avec un chien, comme je le disais, on ne peut pas le couper en deux. On abîme son être, vraiment. Quelque chose se passe qui fait passer sa substance à un autre niveau. À un niveau, je dirais, d'un corps physique. Il n'est plus vivant. Alors, autre considération pour bien comprendre ce que c'est que être, les conséquences de cela. Si je prends, par exemple, cette pomme de pin, et que, entre les branches de cette pomme de pin, je récupère une graine de pin. Cette graine de pin, elle est fécondée, elle possède tout l'ADN qui, si je la plante, va donner le pain adulte.
eh bien, entre cette graine de pain là, son devenir sur peut-être 30, 40 ans, qui va devenir un pain adulte, eh bien, au niveau de l'être, c'est la même chose. La graine existe, c'est l'être du pain, et le pain adulte existe, c'est le même être. C'est quelque chose de très important à comprendre, parce que quand ça s'applique à nous, eh bien on peut dire que dès que nous avons été conçus dans le ventre de notre mère, dès que notre être a été complet, je ne parle pas avant, quand c'était simplement un ovule ou un spermatozoïde, mais la fusion, alors, notre être était là, et il a commencé à se développer. Le reste, c'est une continuité, jusqu'à ce que nous sommes maintenant. Au plan de l'être, cet être qui était tout petit, gros comme une cellule, je peux le désigner comme étant le même que celui que je suis maintenant. Et on voit bien que pourtant quelque chose a changé. Cet être a grandi, il s'est perfectionné. Mais si je considère le fait d'être ou de ne pas être, c'est le même être, individuellement, que je peux désigner. C'est donc aussi le même principe d'être, la même substance, forcément, puisque c'est le même être. Il a intégré en lui beaucoup de matière. Dans sa vie sensible, beaucoup de qualités se sont développées, dans sa vie spirituelle, des connaissances. Mais substantiellement, il n'y a pas de différence. On voit un petit peu les conséquences que ça a par rapport à la personne humaine. Les gens ont décidé à un moment donné en Europe occidentale qu'en fait, on ne pouvait considérer que c'était l'être d'une personne humaine que quand elle avait atteint un certain niveau de développement et une forme extérieure humaine, et à condition qu'elle soit désirée par ses parents. Il y a quelque chose qui, évidemment, au plan simplement métaphysique, n'est pas juste. C'est la même personne. On voit bien que on s'est mis à définir la personne humaine, non plus par le fait qu'elle est un être, mais par le fait qu'elle a des relations qui l'accueillent, ou non. Évidemment, quand un adulte est là, et que ses relations sont établies, personne ne va nier sa qualité de personne humaine. Mais quand elle devient vieille, qu'elle n'a plus de relations, qu'éventuellement la maladie lui fait perdre la raison, eh bien, elle redevient en danger parce que, justement, on ne la définit plus comme étant un être humain respectable en lui-même. Donc on voit les conséquences qu'une métaphysique de l'être a, et au contraire, l'absence d'une métaphysique qui définirait un être uniquement par des relations qu'il a. Soit il est reçu, soit il n'est pas reçu. Alors évidemment, tel que j'ai défini l'être, donc un être concret avec sa substance, on voit bien qu'on ne peut pas se contenter de cela pour définir ce que c'est. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de cette pomme de pin, de cette graine. On voit tout de même bien que entre la graine, toute petite, et le pain dans sa majesté d'adulte, il y a une différence. Et pourtant, il faut le maintenir. C'est le même être individuellement. On peut poser le même jugement d'existence. Donc, quelque chose se passe au niveau de l'être. On peut dire qu'en fait, lorsqu'on touche à une graine de pain, on est face à une potentialité. Tout est présent, mais il n'est pas encore en acte ce qu'il devra être. Tout est caché, tout sommeille, sous la forme de l'ADN et des réactions chimiques qui commencent à se réaliser à l'intérieur. Les cellules se divisent. On va se nourrir, la graine va se nourrir, la graine vitale va se nourrir de ce qui est mis avec elle. Donc une réserve de nourriture pour ses débuts. Elle va produire une racine, puis elle va se mettre à puiser dans la terre, etc. Eh bien, c'est exactement pareil pour ce qui concerne l'être humain. Entre le petit œuf fécondé, que éventuellement je tiens dans mon éprouvette parce qu'il y a eu une fécondation in vitro, et cette petite Amandine qui est née pour la première fois d'une fécondation in vitro il y a à peu près 30 ans, c'est substantiellement le même être. C'est cette petite fille. Mais la différence, c'est qu'elle s'est développée, et pas seulement en quantité, en assimilant des atomes, des molécules dans son être, mais en qualité. Ça veut dire que ce n'est pas comme un litre d'eau auquel on agite de l'eau. Ce sont des qualités sensibles qui se sont développées, mais qui étaient potentiellement là. Tout ce qui était en puissance dans ce petit œuf fécondé, Amandine,
pas la future Amandine, la vraie Amandine. On peut nommer ce petit embryon, ce petit œuf fécondé dans l'éprouvette Amandine. C'est le même être, je l'ai dit, c'était la partie précédente. Mais il s'est développé sa potentialité complète. Elle est devenue une femme adulte avec ses choix propres, qui elle-même a eu des enfants, etc. Cette considération montre quoi? Eh bien que l'être qui est en puissance, donc la graine d'humain, la graine du pain, est faite, est en vue d'être en acte. C'est évident. La petite Amandine, petit œuf fécondé, était faite pour devenir une femme adulte et atteindre toutes les potentialités, pas seulement se reproduire, c'est une personne humaine, des potentialités aussi spirituelles. Par contre, ce que la métaphysique manifeste, c'est que pour définir la petite Amandine, œuf fécondé, il ne faut pas parler d'un être qui deviendra Amandine. Il faut parler d'Amandine qui se perfectionnera. C'est très important, ça change tout, mais c'est ça le réalisme. Puisque j'ai dit, substantiellement, individuellement, on peut désigner cette petite fille qui a grandi, qui a eu à un moment donné 2 ans, puis 3 ans, etc., sur le même « ceci est Amandine », la même désignation substantielle. Donc, toutes ces relations qui sont apparues, ces développements spirituels qui ont fait d'elle une personne humaine accomplie, sont fondés sur quelque chose de plus radical que j'avais vu dans la première partie. Substantiellement, c'est l'être d'Amandine. De même que substantiellement, cette petite graine est l'être du chêne adulte, le même, qui s'est développé, évidemment, après. Lorsque Amandine a eu atteint 30 ans, à peu près, on peut dire qu'au point de vue biologique, elle a atteint la plénitude de son âge adulte. Par contre, elle a continué de se développer au point de vue spirituel, en apprenant des choses. Elle continuera de se développer tout le temps, en devenant un jour grand-mère, comprenant ce que ses propres enfants passent comme épreuve, etc. Il y a cependant un mystère qui est là et qui doit être considéré. On voit bien que, du point de vue de l'être, ce gland, par exemple, ou cette graine de pain, est fait pour devenir un arbre adulte. Mais l'arbre adulte n'est pas finalisé par sa décomposition. Alors on dira, il se perpétue en donnant la vie. Ça c'est valable au niveau biologique, d'accord, une finalité d'un arbre qui en appelle à lui-même à rester toujours dans la plénitude de son acte d'être, se perpétue et pallie à la nécessité de mourir par le fait de donner la vie à d'autres. Mais quand il s'agit d'une personne humaine, on est confronté à un vrai mystère de l'être, cette nécessité de vieillir, puis de perdre peu à peu ses relations, de retomber mentalement en enfance, puis de mourir. Ça veut dire de se dégrader au niveau de l'être pour redevenir un corps physique. C'est quelque chose de parfaitement contradictoire avec cette merveille de la vie, et pourtant on le constate. Donc voilà pourquoi, dans la troisième partie, il nous faut étudier maintenant particulièrement ce que c'est que la personne humaine. La personne humaine, donc un être complet, a comme caractéristique, au point de vue de son acte, de se développer de manière absolument unique par rapport aux autres réalités. Je sais que depuis la révolution copernicienne, où la Terre n'est plus au centre de l'univers, eh bien, certains ont pensé que l'homme lui-même n'était plus au centre de l'univers. Et sont allés jusqu'à dire, au XXe siècle, qu'il était un animal parmi les autres, n'ayant aucune perfection de plus que les autres. En réalité, lorsqu'on regarde la qualité de l'être, on est obligé de constater qu'il y a plus que les animaux supérieurs chez l'homme. En fait, l'être de l'homme possède la plénitude de tout ce qu'on voit dans l'univers. D'abord, des atomes, donc le monde non vivant, dont je parlais tout à l'heure, il l'assume dans son être. Nous sommes composés corporellement d'atomes, de molécules pris dans l'univers et produits par les étoiles il y a quelques milliards d'années. Deuxièmement, on a en commun avec les plantes ce degré de vie végétale, c'est-à-dire cette vie chimique qui se développe, qui grandit et qui a commencé le jour de notre conception, par de la division cellulaire et de la nutrition. Donc nous sommes une plante, avec sa croissance à son sommet, et puis, comme je le disais, sa dégradation. Mais ce n'est pas suffisant.
Dans notre être qui s'actue, il y a toutes les facultés de la vie sensible, communes avec les animaux. C'est-à-dire que non seulement nous avons, comme les animaux primitifs, comme les vers, le sens du toucher, mais nous avons, comme les animaux supérieurs, la vue, l'ouïe, d'autres sens, et comme les animaux les plus puissants, les plus perfectionnés, que sont par exemple les mammifères, nous avons une affectivité sensible, et qui ne se contente pas de chercher de la nourriture pour survivre, mais qui est capable de relations avec d'autres semblables, un peu comme on le voit par exemple chez les chiens, cette vie sociale, cette perfection. Alors certains scientifiques ont dit, et c'est tout, c'est juste une question de degré, les animaux supérieurs comme les bonobos, les chimpanzés, ont toutes les facultés de l'homme. En réalité, lorsqu'on étudie avec précision, on se rend compte que l'intelligence humaine n'a pas le même objet que l'intelligence animale. L'intelligence animale, globalement, on le constate, elle est toujours liée à quelque chose de concret. Et je dirais, si en dressant un singe, on peut l'intéresser à des choses concrètes, qui simplement intéressent le jeu. Lorsqu'ils sont dans la nature, il y a 3 choses qui intéressent les animaux supérieurs. Se nourrir, se reproduire et être bien en société. Et par rapport à ces 3 choses, dont la 3e est sans doute la plus perfectionnée, eh bien, ils vont développer des comportements concrets, mais toujours en vivant dans le présent ou dans un futur très proche, comme par exemple partir à la chasse pour des chimpanzés. Il y a donc une vision du futur, mais pas du futur lointain. Quelque chose reste lié à la journée ou peut-être à la semaine. Pour l'homme, l'intelligence de l'homme n'a pas seulement pour objet, comme pour le singe, l'utile, le nuisible, pour mieux vivre. Elle a potentiellement pour objet tout ce qui est connaissable, et toute l'action aussi. Donc, évidemment, les actions animales. L'homme est capable de chasser, comme un animal chasse. Mais la différence, c'est que cette intelligence qui dépasse l'instant présent fait qu'il peut retenir les ruses de chaque espèce animale, et être donc meilleur que les éléphants. Un être humain, facilement, tue un éléphant. Il suffit qu'il observe son comportement, qu'il invente une sagaie avec un propulseur, il la lance de loin, il le blesse, il s'éloigne en courant, et puis il le suit. Et quelques jours plus tard, il n'aura plus qu'à ramasser le cadavre, surtout s'il a mis, au bout de sa pointe, un peu de poison. Personne ne peut battre l'être humain à cause de cette intelligence qui est particulière et dont on constate les effets. Alors évidemment, on produit des outils, les animaux supérieurs aussi, mais on produit aussi des beaux-arts. On enterre les morts parce qu'on espère qu'ils survivent, ce qui montre cette particularité de l'homme dans son être, la possibilité de penser au-delà de la mort. Est-ce que ça prouve qu'il y a une vie après la mort? Non, mais ça prouve simplement qu'il y a des facultés en plus chez l'homme. On peut ajouter la volonté. L'homme est capable d'aimer alors qu'il n'éprouve plus de sentiments. Alors je sais, c'est pas fréquent. La plupart des jeunes diront « Mais non, l'amour c'est un sentiment, et quand on n'a plus de sentiments, on s'en va. » C'est pas vrai. Lorsqu'on n'éprouve plus de sentiments parce que sa mère est devenue âgée, elle radote sans arrêt dans son hôpital, qu'elle se souvient plus de nous, eh bien l'être humain est capable de dire « Elle m'a élevé, jamais je ne l'abandonnerai. Et tant pis si je perds du temps, si mon plaisir serait ailleurs. Jamais je ne l'abandonnerai. » Un choix de l'intelligence qui provoque une fidélité volontaire, indépendamment de ce qu'on ressent. Ça, c'est le propre de l'homme. L'homme le fait rarement, d'accord, mais il est capable de le faire. Et comme c'est livré à la liberté de l'homme, certains ne le font pas et suivent simplement leur plaisir animal. Mais l'homme est capable de dépasser ce plaisir animal, ce que jamais les animaux feront. On pourrait opposer le chien, il est fidèle à ses maîtres, même quand ses maîtres les battent. Oui, mais parce que sa nature fait que sa meute, même lorsqu'elle le maltraite, est plus important que sa propre vie. Et on a pu intégrer cette nature dans l'espèce humaine. Les chiens ne le font pas librement, ils le font parce que c'est leur être, c'est leur programmation. L'homme est capable de choisir de ne pas être fidèle ou de choisir d'être fidèle. Alors, si on considère tout ça, cette particularité de l'acte d'être de l'homme, donc de ses potentialités, donc de sa substance, c'est une substance spirituelle. Eh bien, lorsqu'on regarde l'immensité de l'univers, les galaxies gigantesques, des milliards d'étoiles partout,
qu'on considère que, pour le moment, jamais une vie spirituelle n'a été repérée ailleurs. Eh bien, je dirais que pour le moment, dans l'univers connu et visible, l'homme, la personne humaine, est la réalité la plus parfaite. Elle ne l'est pas forcément au niveau de l'ADN, il y a des ADN animaux qui sont plus parfaits, il y a des animaux qui ont des facultés pour chasser plus performantes, des griffes. Nous, on n'a pas ça, on a bien plus. On a l'esprit, dans un corps fragile, qui court pas vite, qui résiste peu, qui grimpe difficilement aux arbres, donc qui pourrait théoriquement se faire manger facilement par les prédateurs. Non, parce qu'on a cet esprit. On peut donc dire que qualitativement, la personne humaine est l'être au sommet de tout l'univers visible et expérimentable. Alors attention, je ne veux pas dire que tous les êtres humains réalisent en acte cette potentialité absolument géniale. Il y a des êtres humains qui choisissent de ne vivre ou qui ne peuvent, à cause des circonstances, ne vivre que comme des animaux. Il y a même des êtres humains qui feront pire que les animaux parce qu'ils le feront par choix. Par exemple, lorsqu'on considère les persécuteurs sadiques qui arrivent à n'importe quelle époque, lorsqu'on donne à certains hommes le pouvoir de dominer un autre être humain et de le torturer. Eh bien, les animaux ne le feront pas. Ou alors il faudra les dresser et qu'ils fassent plaisir à leur maître pour qu'ils le fassent. Le sadisme total, c'est aussi un fruit de la liberté humaine, parce que l'homme n'est pas borné par un programme de sa sensibilité, comme l'est l'animal. Donc il est capable du meilleur et du pire, et éventuellement de se comporter moins bien qu'une bête. Quel rapport avec son être? Eh bien simplement parce que ce comportement manifeste la richesse de cet être avec ses potentialités, sa capacité de développement en acte, donc l'être adulte, mais sa capacité de déviation dans ses actes, déviation morale, etc. C'est le même mystère, donc le mystère du mal commis par les hommes, que le mystère du mal qu'il subit dans son être lorsqu'il doit passer par la mort. Au niveau métaphysique, je l'ai dit, c'est un vrai problème, parce que, théoriquement, l'aspiration de l'être qui devient en acte, c'est de rester perpétuellement en acte, ou alors de se développer sans cesse, mais en tout cas pas de retourner au néant. C'est pourquoi il reste à traiter dans la conclusion une dernière question, qui dépasse sans doute un peu la philosophie, la question de la potentielle survie de ces êtres, ou alors tout est vain. Pourquoi je traite cela dans la conclusion? Parce que, en un sens, cela ouvre le sujet. C'est le mystère de la fin des êtres. On le voit donc, tous les êtres qui nous entourent portent en eux une aspiration à durer toujours. C'est présent aussi dans les minéraux. Les minéraux, une fois qu'ils ont atteint leur perfection, sont là, ils vibrent de cette énergie intérieure. Et pourtant, depuis le Big Bang, on constate que le monde se dégrade. Une loi de dégradation abîme ces structures fantastiques qui sont apparues dans les étoiles. Alors on pourra dire, puisque le monde tend vers un désordre, une entropie de plus en plus profonde, il y a donc, en fait, une loi de l'être qui va vers son néant, et c'est comme cela. J'ai abusé en disant néant, disons vers sa dégradation, parce que rien ne retourne au néant. Dans quelques milliards d'années, si le monde continue comme il sera simplement une énergie dispersée, dans une sphère de quelques milliards d'années-lumière, de plus en plus froide, tendant à l'asymptote, c'est-à-dire éternellement à se dégrader, à perdre de la température, mais jamais elle ne retournera au néant. Lorsqu'on regarde par exemple par contre une plante, on voit cette aspiration à durer toujours. Elle la donne dans sa reproduction. Donc l'espèce de la plante, l'espèce animale, c'est la même chose. Aspiration à durer toujours par le fait de communiquer la vie. C'est un instinct fondamental qui s'exerce chez les animaux, au point que leur vie individuelle est moins importante, souvent, que la vie de leurs petits. Et quand ils mangent leurs petits en cas de famine, c'est pour pouvoir mieux survivre et ensuite redonner la vie dans des circonstances meilleures. Lorsqu'on regarde les animaux supérieurs, comme un chien, eh bien, on constate qu'ils ont une
personnalité, pas spirituelle mais sensible, une petite personnalité, disons-nous. C'est-à-dire quelque chose d'individuel, des souvenirs, des sentiments, une souffrance. Quand leur maître meurt, ils peuvent parfois se laisser mourir. Donc ils ne sont pas simplement, je dirais, comme des fourmis, qui sont des robots, des petits drones, quoi, si on veut, apparemment sans personnalité individuelle. Non, c'est plus que cela. Mais si on considère la personne humaine, alors là, ce qui saute aux yeux, c'est que, naissant dans une famille, il y a une aspiration non seulement à ne jamais retourner au néant, mais en plus à ne pas perdre les relations d'amour, d'amitié profonde qui se sont construites sur cette vie végétative, animale, sur des relations morales aussi. Or, la mort arrive. Alors, est-ce que, finalement, cette question « qu'est-ce que l'être ?» se termine par la réponse du livre de Qoéleth dans la Bible ? Tout est vanité. Est-ce que tout est vain puisque l'être retourne à la dégradation ? Eh bien, je dirais que, en philosophie, rien n'est moins sûr. On dirait que cette aspiration aux choses de toujours exister, finalement, peut-être, est comblée. Depuis à peu près 40 ans, l'expérience des réanimations à l'hôpital de gens qui auraient dû mourir a manifesté qu'ils étaient confrontés à une expérience partout la même, qui ne se produit pas toujours, peut-être à 20%, mais partout la même. À savoir une sorte de tunnel et l'arrivée dans un autre monde, un jardin de lumière, où, semble-t-il, tout est présent. Tout est présent, mais sans ce corps biologique. C'est des arbres, il y a des animaux, certaines personnes témoignent avoir revu leur animal familier, et puis il y a tous ceux qu'ils ont aimés, qui sont là, qui les accueillent, en compagnie d'un être de lumière, qui semble, je dirais, les accueillir dans le vrai monde, comme si cette terre était juste un passage. Alors évidemment, devant une chose aussi surprenante, je dirais que beaucoup de scientifiques ont établi la certitude que c'était un effet du cerveau au moment de l'agonie pour éviter trop de souffrance, donc la production d'une sorte de rêve qui correspond à l'inconscient intérieur dont parlait Feuerbach, ce désir de ne jamais mourir. C'est vrai que lorsqu'on considère une gazelle qui est chassée par un lion, elle se défend, elle se débat, elle se sauve du mieux qu'elle peut, et lorsqu'il l'a attrapée, on dirait qu'elle se laisse aller à la mort. Peut-être que quelque chose est produit aussi dans son cerveau, une anesthésie qui lui permet de mourir sans douleur et que la nature l'a prévu. Alors on pourrait s'arrêter là. Cependant, il y a avant cette première phase d'un tunnel où passent les personnes agonisantes, une première phase où elles sortent de leur corps et elles témoignent avoir assisté à la scène de ce qui se passe autour de leur corps. Des aveugles de naissance ont même lu le nom du médecin qui intervenait et a pu le donner après. Des personnes qui pensaient à leur maman, à leurs enfants, présents quelquefois à l'école, à des kilomètres de là, se retrouvaient aussitôt auprès d'eux et voyaient ce qu'ils faisaient. Eh bien, je dirais que cette première phase, qui est particulière, mérite pour le philosophe d'être vérifiée, parce que elle, à la différence des autres, elle peut être confrontée à l'expérience de ce qui s'est vraiment passé. Dans une enquête policière, tu dis avoir vu le nom du médecin, dis-le nous, et on vérifie qui a réanimé la personne. Si c'est un aveugle de naissance, comment peut-elle avoir vu les couleurs, avoir lu ce nom? Donc, à force de multiplier les réanimations, je pense qu'il sera possible, peut-être, de répondre à la question « est-ce un rêve ?» ou « est-ce que on a l'indication ici que cette aspiration de la nature eh bien, n'est pas vaine, que tout n'est pas vanité, mais que, en fait, l'être des choses, leur substance, survit à la mort, y compris la substance des arbres, y compris celle des animaux, et que donc la perfection, qui est l'aspiration de l'être, être en acte, n'est pas vaine. Ce serait évidemment quelque chose de fantastique si cette découverte-là était faite. C'est bien plus fort que de découvrir avec le satellite SETI une vie extraterrestre sur une galaxie à 3 milliards à 3 années-lumière d'ici. L'existence d'un monde parallèle donnerait la réponse aux questions fondamentales qui caractérisent la personne de l'homme. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Ce serait aussi, au plan de la métaphysique,
l'achèvement complet, la substance des êtres, perfection, n'est pas faite pour disparaître, et leur amélioration, le fait que le gland passe au chêne, que le petit homme devient un adulte, n'est pas vain. Cette perfection n'est pas détruite par la mort. Ça correspondrait au principe que tout être en puissance est fait pour être en acte, pas pour mourir. En tout cas, c'est l'aspiration intime des êtres.